Comment investir dans la pierre en France en 2022 et après? Comment investir dans la pierre quand on débute, quand on veut être libre et quand on n'y connaît rien ou presque? Par où commencer pour éviter que cela devienne un cauchemar? Dans cette vidéo, nous verrons 6 points. L'erreur de débutant qui empêche d'investir, pourquoi l'investissement immobilier est un des meilleurs moyens de s'enrichir, surtout quand on part de rien. Également une des meilleures solutions selon moi pour investir en immobilier, quels critères prendre en compte bien sûr, le problème majeur également qu'il peut y avoir avec l'investissement immobilier et enfin comment financer son premier bien et les suivants. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout ce que vous devez faire et bien sûr ce que vous ne devez pas faire pour investir sereinement dans l'immobilier. Alors comment investir dans la pierre quand on débute, quand on veut être libre, quand on n'y connaît rien ou pratiquement rien, quand on démarre de zéro? On voit ça tout de suite ensemble. Mais avant, comme d'habitude, et surtout si vous me découvrez pour la première fois, je me présente, je m'appelle Thierry Friquet, j'aide depuis 2003 ce que j'appelle des rebelles audacieux à construire leur liberté financière. Je suis consultant et formateur professionnel. Point numéro 1. Quelle est la première erreur que nous faisons lorsque nous pensons investissement en immobilier? Eh bien, la première des erreurs que nous faisons, c'est penser que d'acheter notre résidence principale, notre toit, constitue un investissement immobilier. En effet, en achetant votre résidence principale, vous contractez un prêt immobilier qui bloque votre capacité d'emprunt pour les 20 prochaines années, ou 25 si vous empruntez sur plus longtemps. Surtout si votre revenu n'augmente pas plus que ça. En fait, votre achat vous empêche donc d'investir dans d'autres projets et votre patrimoine se limite à votre bien. Ainsi, pour que l'achat résidentiel demeure un bon investissement, il doit remplir 2 critères. Dans un premier temps, il faut que vos mensualités de remboursement soient inférieures au loyer d'un bien équivalent. Les prix de vente et de location du mètre carré dépendent en fait de votre secteur d'habitation et conditionnent évidemment naturellement votre choix. Alors en général, le mètre carré vaut plus cher à la vente, donc ou à l'achat, qu'à la location. Si vous vous situez notamment dans une grande ville, une ville à forte densité, ou dans des régions très prisées. Ce rapport va s'inverser pour des biens situés à la campagne. Par exemple, un appartement de 32 mètres carrés à Paris qui coûte environ 250 000 €, avec qui représente des mensualités de 1 300 € sur 20 ans, en fait se retrouvera à la location à 800 €. Dans ces conditions, acheter vous coûte en trésorerie 500 € de plus par mois que la location. A l'inverse, une maison de 250 mètres carrés vendue toujours au même prix dans les Vosges va vous coûter 1 300 € à la location. Dans ce cas, l'achat pour vous est plus avantageux que la location. Le deuxième critère à prendre en compte pour un achat dans sa résidence principale, c'est votre stabilité géographique qui est directement liée à votre projet professionnel et votre vie personnelle. Lorsque vous revendez votre bien, vous perdez les frais de notaire et les frais d'agence qui représentent en règle générale entre 8 plus 4% de la valeur du bien. Donc pour amortir ces frais, il est donc plutôt conseillé de rester au moins 5 ans dans votre logement. L'idée étant que ce que vous aurez dépensé en frais d'agence, comme on dit, et frais de notaire correspondent à minima à ce que vous auriez payé en loyer. En conclusion, si vous souhaitez acheter votre résidence principale, assurez-vous que les mensualités de votre crédit sont au moins inférieures au montant des loyers de votre région pour le même bien. Soyez également sûr de ne pas devoir déménager dans les 5 ans à la suite de l'achat, si vous étiez obligé de revendre évidemment. Deuxième point, en quoi l'investissement locatif propose de puissants leviers pour se constituer un patrimoine? Si acheter une résidence principale n'est pas nécessairement une solution avantageuse pour vous, après avoir fait vos calculs, ne délaissez pas pour autant le marché immobilier. Il s'agit d'un secteur particulièrement performant pour constituer votre patrimoine et préparer l'avenir. Dans quoi pouvez-vous investir? Pour comprendre l'intérêt de l'immobilier, vous devez d'abord bien comprendre le principe de patrimoine. Je vais faire un petit focus là-dessus. Qu'est-ce que le patrimoine? L'ensemble des biens que vous possédez représente votre actif, c'est-à-dire quelque chose que vous possédez et qui doit vous rapporter de l'argent, faire rentrer de l'argent dans votre poche. Si vous avez contracté un crédit lors de l'acquisition de ces biens, en fait vous contractez des dettes dont vous devez vous acquitter. Elles constituent finalement votre passif, c'est de l'argent qui sort. Dès lors, votre patrimoine représente la différence entre quoi? Ce que vous possédez et ce que vous devez. L'argent qui rentre, l'argent qui sort et ce qu'il en résulte. Alors notez bien que si vous achetez un bien pour y résider, ce bien ne vous rapporte rien. Et on ne peut pas donc considérer que c'est un actif. Sauf si vous le louez en partie, ou en totalité même, et que les sommes perçues vous permettent à minima de couvrir, je pense notamment aux intérêts d'emprunt, aux charges, taxes, impôts locaux, impôts fonciers, les charges de
propriété, copropriété, et les provisions aussi pour entretenir votre bien. En plus de votre patrimoine, votre situation financière va compter d'autres éléments. Votre revenu, donc c'est l'argent que vous gagnez par votre travail ou grâce à des rentes. Et puis d'un autre côté, vous avez vos charges, c'est-à-dire l'argent que vous devez débourser chaque mois pour payer votre loyer ou rembourser votre crédit. La différence entre vos revenus et vos charges représente ce qu'on appelle votre reste à vivre. C'est l'argent dont vous disposez pour assurer votre train de vie ou pour épargner. Ou les deux. Par exemple, imaginez que vous percevez un revenu annuel de 24 000 euros et vous achetez un appartement de 100 000 euros. Pour ce faire, vous empruntez 100 000 euros que vous remboursez à hauteur de 7 000 euros par an. Vous louez cet appartement, percevez un loyer brut de 7 000 euros par an. Et d'un autre côté, vous vivez dans un même logement en location qui vous coûte 5 000 euros par an. Ainsi, à l'achat de votre appartement, votre situation financière est la suivante. Vous ne possédez rien, un appartement de 100 000 euros et vous avez une dette de 100 000 euros, votre patrimoine il est nul, vos recettes sont constituées de votre revenu professionnel 24 000 euros plus votre 7 000 de loyer que vous percevez, ça fait 31 000 euros, et vos charges se composent, on a dit, de 7 000 euros pour rembourser votre crédit et 5 000 euros pour payer le loyer de votre résidence principale, donc 12 000. Votre reste à vivre, la différence, on l'aura compris, 19 000. Chaque année, vous remboursez une partie de votre dette des 100 000 euros que vous avez empruntés. Cela vous permet d'abaisser votre dette petit à petit au cours des années. Effectivement, sur les 7 000 euros payés à la banque, 4 000 sont consacrés à rembourser le capital. Le reste de l'argent versé paye les intérêts du prêt. À l'année L+1, à la suite de l'obtention du prêt, vous ne devez donc plus que 96 000 euros à la banque. Ce qui vous permet de dégager un patrimoine de 4 000 euros sans prendre en compte l'augmentation peut-être probable de la valeur de votre appartement de 100 000 euros. Cette somme vient donc augmenter chaque année votre patrimoine. À la fin du prêt, soit de 20 à 25 ans plus tard, votre situation sera la suivante. Vous aurez un patrimoine de 100 000 euros qui génère un revenu de 7 000 euros par an. Et si votre situation professionnelle et personnelle n'a pas évolué, un revenu professionnel toujours de 24 000 euros par an et un loyer annuel brut de 5 000 euros, votre reste à vivre s'élèvera à 26 000 euros. Attention, ce reste à vivre, c'est une somme brute. Il faudra déduire toutes les charges, taxes et provisions évoquées avant pour en déduire ce qu'on appelle le net, ce que j'appelle le net in the pocket, le net dans la poche. Quels sont les deux grands principes dont cet exemple simplifié, bien sûr, a permis de comprendre les avantages de l'investissement locatif? Alors, premier élément, l'effet de levier qui est offert par le crédit. Vous avez augmenté significativement votre actif et votre passif, tout en vous assurant que les revenus issus de l'actif couvrent vos frais issus de la dette. Cet effet de levier vous a donc permis d'acquérir un bien de 100 000 euros sans avoir à travailler plus. C'est ça la magie de l'immobilier. Et c'est ça la magie du levier. L'autre élément important, c'est la reproductibilité de l'investissement locatif. Vous vous êtes enrichi sans avoir augmenté votre rémunération ni le volume de travail. En reproduisant votre investissement locatif, vous achetez un actif en vous endettant, puis vous remboursez progressivement cette dette grâce aux revenus générés par l'actif. Lorsque votre niveau d'endettement aura suffisamment baissé, c'est là où vous allez pouvoir réemprunter et vous allez pouvoir recommencer, vous allez scaler comme on dit, bref. Petit bonus, vous pouvez également bénéficier d'autres leviers, je pense notamment aux avantages fiscaux dans certains cas que nous traiterons dans une autre vidéo. Allez, troisième point. Investir dans un immeuble de rapport. Est-ce bien ça la meilleure solution? C'est celle dont je voulais vous parler, que je pratique à titre personnel au moment où je tourne cette vidéo. Si vous trouvez un intérêt à vous lancer dans l'investissement locatif, vous devez désormais savoir maintenant dans quel type de bien investir. Quels sont les biens les plus rentables dans ce domaine? Alors il est courant de dire que les biens qui offrent la meilleure rentabilité sont ce qu'on appelle les immeubles de rapport. C'est un ensemble collectif qui comporte 2, 3, 4, plusieurs appartements en règle générale. Ce type de bien est particulièrement intéressant sous divers aspects. D'abord parce qu'il vous permet d'acheter une surface importante qui est ensuite subdivisée lors de la location. Et puis plus vous achetez grand, moins vous payez cher le mètre carré et inversement, en tout du moins en théorie. En additionnant les revenus issus de la location de chaque appartement de votre bien, vous vous assurez la meilleure rentabilité ou une meilleure rentabilité que l'investissement locatif pour un seul appartement. Comme vous possédez l'immeuble, vous êtes le seul décideur de son entretien, donc ça je trouve que c'est plutôt un avantage. Et vous pouvez aussi planifier comme ça les travaux d'entretien à votre convenance et en fonction de vos possibilités et de votre trésorerie. Vous évitez également les votes en assemblée générale de copropriétaires qui pourraient vous demander des travaux bien plus importants ou de les faire tout de suite, bref, alors que vous avez un besoin d'argent par exemple.
Vous pouvez également diminuer le risque lié aux impayés de la location. Par exemple, si vous investissez uniquement dans un studio et que votre locataire ne vous paye pas, là votre revenu tombe immédiatement à zéro. En revanche, si vous avez acheté un immeuble avec un crédit de 1 000 € par mois et que vous louez chaque appartement 500 €, votre crédit se rembourse a priori sans effort. Même s'il y a un impayé, il est peu probable que vous ayez un impayé sur la totalité de vos loyers et de vos locataires. Alors maintenant, quels critères de localisation prendre en compte? Dans un premier temps, déjà, oubliez les grandes villes, parce que le prix de l'immobilier au mètre carré et la concurrence des professionnels ne vous permettront pas ou difficilement de tirer votre épingle du jeu. L'idéal, c'est de trouver un bien qui est localisé en centre-ville, dans une petite ville, une ville de taille moyenne, dont la population a plutôt tendance à augmenter. Alors pour vérifier ce dernier point, eh bien, je vous invite à aller vous renseigner sur la croissance démographique locale et vous allez sur le site de l'INSEE pour ça et vous regardez comment ça évolue. Vous pouvez également prendre le soin de vérifier que la ville est équipée en moyens de transport, notamment. Et si cela permet une connexion facile à une ville plus importante, par exemple le train. Enfin, choisissez une ville située dans un périmètre d'environ 2 heures de trajet de chez vous. Si vous devez vous rendre sur place, il vaut mieux pouvoir faire l'aller-retour dans la journée que plus. Vous éviterez de gaspiller vos jours de congé. C'est très important, croyez-moi. En bref, un immeuble de rapport, ça offre une très bonne opportunité pour un investisseur. Astuce, pensez désormais à investir dans un bien dont la connexion au réseau Internet est optimum. Vous augmenterez ainsi votre taux et fréquentation d'occupation du bien, avec notamment tous les travailleurs nomades ou astreints au télétravail. Point numéro 5, le problème avec l'investissement immobilier, même lorsqu'elle est parfaitement définie, votre stratégie d'investissement immobilier, elle peut devenir extrêmement chronophage et exiger une grande réactivité. Pourtant, l'objectif de l'investissement immobilier n'est pas d'accaparer tout votre temps libre, on parle de revenus passifs. Donc qu'est-ce que vous devez faire pour ne pas perdre de temps dans ces opérations? Eh bien, c'est de s'entourer de professionnels aguerris pour espérer être plus efficace. Je pense notamment au chasseur immobilier. C'est un professionnel assez important puisque c'est lui qui va rechercher pour vous des biens intéressants et il va être en contact direct avec les acheteurs potentiels. Un bon chasseur immobilier doit être capable d'avoir un gros réseau, de mener des recherches de façon plus efficace que vous. Il doit mieux connaître la région que vous, mieux connaître le bâtiment également. Ça vous évitera par exemple d'investir dans un bien avec des malfaçons, mal localisés par rapport à vos objectifs de rentabilité. Et puis surtout, il est capable de négocier potentiellement à votre place et en enlevant les émotions qui vont avec. En tant qu'expert du milieu, parce qu'il y travaille et en votre nom, vous pouvez espérer obtenir entre 5 et 10% de réduction de la valeur du bien. Vous devez donc considérer le chasseur immobilier comme un investissement et non pas comme un coût. Généralement, les chasseurs immobiliers, ils ont une commission comprise entre 2 et 4% du prix de la transaction. Vous devez vous entourer d'un chasseur immobilier, mais aussi d'un courtier. Lui, c'est la personne qui va obtenir pour vous potentiellement le meilleur prêt pour vous aider à réaliser votre opération. Comment financer, point numéro 5, votre investissement, surtout si c'est le premier? Une fois que vous avez ciblé un bien qui réunit tous les critères, vous devez le financer. Donc déjà, il s'agit d'aller vérifier avant de faire vos recherches, votre capacité d'emprunt. Votre objectif, c'est donc de profiter au maximum de l'effet de levier, on a dit, offert par le crédit immobilier. Donc maintenant, comment augmenter vos chances d'obtenir un financement complet de la part d'une banque? Il n'y a pas de secret, vous devez réaliser le meilleur dossier possible pour convaincre une banque ou votre banque. Donc pour réaliser un bon dossier, déjà commencez par donner vos coordonnées évidemment, formuler l'objet de votre demande, accompagner idéalement cela d'une photo, voire même d'un compte d'exploitation. Dans ce compte d'exploitation, vous indiquerez le rendement attendu et puis vous indiquerez également le cash flow que ça génère, la différence entre les entrées et les sorties. Donnez un maximum d'informations, votre âge, votre profession, vos revenus, votre situation patrimoniale. Faites un tableau Excel, idéalement. Indiquez quel est votre patrimoine aussi en parallèle pour rassurer le banquier. Ensuite, je vous invite à quelque part vendre le projet à votre banquier. Mettez en valeur le bien, dites quelle est sa surface, comment il se place sur le plan géographique, indiquez des éléments sur l'environnement géographique, quel type de locataire vous allez viser, donnez-lui envie de vous financer et surtout dites-vous bien un truc, c'est que lui il achète des risques. Et ce qu'il veut, c'est qu'il y en ait le moins possible. Montrez que vous avez pensé à tout et que vous avez également introduit dans votre calcul le fait que votre logement ne sera pas forcément loué tout le temps, mais que même s'il n'est pas loué tout le temps, ça reste quand même une bonne opération qui s'équilibre. Et si vous voulez réaliser plusieurs opérations dans le temps, pour pouvoir enchaîner plusieurs opérations immobilières dans le temps, faites en sorte que vos remboursements représentent 70% des loyers perçus. Le banquier comptera toujours que 30% des loyers perçus partent en charge, c'est sa façon de calculer. Maintenant que vous avez tout ça, j'en appelle à vos commentaires. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, quel est le meilleur type d'investissement immobilier? Quelle est votre stratégie à vous?
Allez, puis une petite citation pour la route, pour vous aider et vous donner envie. N'attendez pas pour acheter l'immobilier, achetez l'immobilier et attendez. C'est une citation de T. Harv Eker. Allez, pour devenir libre financièrement, vous savez maintenant comment l'investissement dans la pierre peut vous aider. Vous avez désormais la liste de tout ce qu'il vous faut faire et ne pas faire pour vous lancer ou continuer à développer votre patrimoine. En maîtrisant les principes de base de l'investissement immobilier, vous éviterez de transformer votre aventure en cauchemar financier. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à pratiquer comme un sportif en commençant avec des petits biens pour vous faire la main, et puis qui demanderont souvent assez peu d'engagement, que ce soit en temps ou en investissement, et puis en charge mentale également. Ah, une petite astuce, on n'en a pas parlé ici, mais pensez aussi au parking pour vous faire la main, ça peut être une bonne idée. Une fois que vous aurez acquis quelques expériences dans ce domaine et les procédures administratives, vous pourrez éventuellement, sur des biens un peu différents, plus importants, et puis mettre en place votre stratégie. Si vous avez déjà investi dans l'immobilier, dites-moi quel a été votre premier achat, votre première expérience dans les commentaires, ça nous intéresse. Allez, en synthèse de ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Le choix d'acheter ou de louer sa résidence principale dépend vraiment du contexte immobilier de la ville que vous visez et puis de vos projets personnels et professionnels. Que l'effet de levier et la reproductibilité sont les deux principaux avantages de l'investissement immobilier. Un immeuble de rapport situé dans une ville moyenne à proximité de grands axes de transport est sans doute le bien idéal. Les commissions que vous versez à vos partenaires professionnels sont un investissement et non pas un coût. Soignez particulièrement votre dossier d'investissement pour rassurer vos créanciers et obtenir votre financement. Maintenant que vous savez tout ça, à vous de jouer. Si vous voulez aller plus loin dans vos objectifs et devenir libre financièrement, vous avez 3 opportunités que je vous invite à cumuler si vous le souhaitez. D'abord, la première, la moins engageante, abonnez-vous à mes messages privés, vous recevrez régulièrement de l'information pour aller dans le sens de vos objectifs. 2. Inscrivez-vous au webinaire, si j'ai mis le lien et c'est qu'il est disponible, allez-y. Et 3. Eh bien, prenez rendez-vous pour obtenir une session stratégique qui va vous permettre de valider une stratégie. Vous aurez rendez-vous avec moi ou l'un des membres de mon équipe. Allez, tous les liens sont dans la description. Quoi qu'il en soit, et en attendant, devenez un leader rare, c'est-à-dire rebelle, audacieux, proactif et entreprenant pour une vie plus libre, la vôtre.